Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd'hui en audience publique pour rendre sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l'Afrique du Sud en l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza, Afrique du Sud contre Israël. Pour des raisons qu'il m'a fait connaître, monsieur le juge Robinson, qui a dûment participé à la délibération et vote final en l'espèce, n'est pas en mesure de siéger aujourd'hui. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux éminents représentants de la République sud-africaine et de l'État d'Israël qui se trouvent parmi nous dans la grande salle de justice. Je salue plus particulièrement la présence de son Excellence Madame Naledi Pandor, ministre des Relations et de la Coopération internationale de la République sud-africaine. Je rappelle que le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé au greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre Israël concernant des manquements allégués dans la bande de Gaza aux obligations découlant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, que j'appellerai la Convention sur le génocide ou la Convention. La requête condamnait une demande en indication de mesures conservatoires présentée en vertu de l'article 41 du statut de la Cour et conformément aux articles 73, 74 et 75 de son règlement. Conformément à l'usage, je ne donnerai pas lecture des paragraphes liminaires de l'ordonnance qui retracent les principales étapes de la procédure en l'affaire. Je mettrai également un certain nombre de paragraphes et en résumerai d'autres. J'entamerai donc la lecture au paragraphe 13. Dans l'ordonnance, la Cour commence par rappeler le contexte récent dans lequel la présente affaire a été portée devant elle. Elle observe que le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1200 personnes, en blessant des milliers d'autres et en menant quelques 240 otages dont beaucoup sont toujours retenus captifs. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure, par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d'infrastructures civiles et le déplacement d'une très large majorité des habitants de Gaza. La Cour a pleinement conscience de l'ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l'on continue d'y déplorer. Plusieurs organes et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies se sont saisis du conflit en cours à Gaza. Des résolutions ont en particulier été adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies, qui traitent de nombreux aspects du conflit. La portée de l'affaire soumise à la Cour est toutefois limitée, l'Afrique du Sud ayant introduit la présente instance au titre de la Convention sur le génocide. La Cour en vient maintenant aux conditions requises aux fins de l'indication de mesures conservatoires. S'agissant de la question de la compétence prima facie, la Cour observe qu'elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. Mais elle n'a pas besoin de s'assurer de manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire. En la présente espèce, l'Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 36 du statut de celle-ci et sur l'article 9 de la Convention sur le génocide. La Cour doit donc, en premier lieu, déterminer si ces dispositions lui confèrent prima facie compétence pour statuer sur le fond de l'affaire, ce qui lui permettrait, sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies, d'indiquer des mesures conservatoires. L'article 9 de la Convention sur le génocide est ainsi libellé, je cite, « Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour internationale de justice à la requête d'une partie aux différends. » Fin de citation.
L'Afrique du Sud et Israël sont tous deux parties à la Convention sur le génocide. Aucun des deux États n'a formulé de réserve à l'article 9 ou à une quelconque autre disposition de la Convention. La Cour rappelle ensuite que l'article 9 de la Convention sur le génocide subordonne sa compétence à l'existence d'un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution du dit instrument. Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre parties. Pour qu'un différend existe, il doit être démontré que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre. En outre, les points de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. À l'effet d'établir si un différend existe dans la présente affaire, la Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la Convention s'applique alors que l'autre le nie. L'Afrique du Sud ayant invoqué comme base de compétence de la Cour la clause compromissoire de la Convention sur le génocide, la Cour doit également rechercher, au présent stade de la procédure, si les actes et les omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d'entrer dans le champ d'application rationnée matérielle de cet instrument. La Cour rappelle que, pour déterminer s'il existait un différend entre les parties au moment du dépôt de la requête, elle tient compte notamment de toute déclaration ou de tout document échangé entre les parties, ainsi que de tout échange ayant eu lieu dans des enceintes multilatérales. Ce faisant, elle porte une attention particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance et à leur contenu. L'existence d'un différend doit être établie objectivement par la Cour. C'est une question de fond et non de forme ou de procédure. La Cour note que l'Afrique du Sud a fait, dans différentes enceintes multilatérales et bilatérales, des déclarations publiques dans lesquelles elle a dit estimer, au vu de la nature, de la portée et de l'ampleur des opérations militaires menées par Israël à Gaza, que les actions de celui-ci étaient constitutives de manquements à ses obligations au regard de la Convention sur le génocide. Ainsi, à la 10e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies, reprise le 12 décembre 2023, à laquelle Israël a été représenté, la représentante permanente de l'Afrique du Sud a déclaré que, je cite, « Les événements des 6 semaines passées à Gaza montraient qu'Israël agissait au mépris des obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide. » Fin de citation. L'Afrique du Sud a rappelé cette déclaration dans la note verbale datée du 21 décembre 2023 qu'elle a adressée à l'ambassade d'Israël à Pretoria. La Cour relève qu'Israël a écarté toute accusation de génocide dans le contexte du conflit à Gaza dans un document publié par son ministre des Affaires étrangères le 6 décembre 2023, puis mis à jour et reproduit le 15 décembre 2023 sur le site internet des forces israéliennes de défense sous le titre « The War Against Hamas, Answering Your Most Pressing Questions ». La guerre contre le Hamas, réponse à vos questions les plus urgentes, affirmant que, je cite, « l'accusation de génocide dont Israël faisait l'objet était non seulement dépourvue de tout fondement, en fait comme en droit, mais aussi moralement abjecte. » Fin de citation. Israël y déclarait également que, je cite, « l'accusation de génocide n'était pas seulement incohérente sur le plan juridique et sur le plan factuel, elle était aussi obscène, et qu'il n'existait aucune base valable en fait ou en droit pour le chef infamant de génocide. » Fin de citation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les parties semblent avoir des points de vue nettement opposés quant à la question de savoir si certains actes ou omissions reprochés à Israël à Gaza sont constitutifs de manquements par celui-ci aux obligations prévues par la Convention sur le génocide. Elle conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce stade pour établir prima facie l'existence d'un différend entre les parties relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention sur le génocide. Pour ce qui est de savoir si les actes et omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention sur le génocide, la Cour rappelle que l'Afrique du Sud considère que la responsabilité d'Israël est engagée au motif qu'il commet un génocide à Gaza et qu'il manque à l'obligation de prévenir et de punir des actes génocidaires. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël
a également manqué à d'autres obligations imposées par la Convention sur le génocide, notamment celles concernant l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Au stade actuel de la procédure, la Cour n'est pas tenue de déterminer si Israël a, comme cela est allégué, manqué à l'une quelconque des obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide. Une telle conclusion ne pourrait être formulée par la Cour qu'au stade de l'examen au fond de la présente affaire. Au stade d'une ordonnance sur une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit établir si les actes et omissions dont le demandeur tire grief semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention sur le génocide. De l'avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions que l'Afrique du Sud reproche à Israël à Gaza semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l'article 9 de la Convention sur le génocide pour connaître de l'affaire. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu'elle ne peut accéder à la demande d'Israël tendant à ce qu'elle raye l'affaire de son rôle. La Cour en vient à la question de la qualité pour agir de l'Afrique du Sud. Elle note que, en l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Gambie contre Myanmar, dans laquelle l'article 9 de la Convention sur le génocide était aussi invoqué, la Cour a fait observer que tous les États parties à la Convention sur le génocide ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Un tel intérêt commun implique que les obligations en cause sont dues par tout État parti à la Convention, à tous les autres États partis au traité en question. Ce sont donc des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit l'affaire, chaque État parti a un intérêt à ce qu'elle soit respectée. Il découle de l'intérêt commun à ce que soient respectées les obligations pertinentes énoncées dans la Convention sur les génocides, que tout État parti, sans distinction, est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre à raison d'une violation alléguée d'obligations erga omnes partes. En conséquence, la Cour a conclu que tout État parti à la Convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d'un autre État parti, notamment par l'introduction d'une instance devant la Cour, en vue de faire constater le manquement allégué de ce dernier à des obligations erga omnes partes lui incombant au titre de la Convention et d'y mettre fin. La Cour conclut prima facie que l'Afrique du Sud a qualité pour lui soumettre le différend qui l'oppose à Israël concernant des violations alléguées d'obligations prévues par la Convention sur le génocide. La Cour examine ensuite la question des droits dont la protection est recherchée et du lien entre ces droits et les mesures demandées. Elle rappelle que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires qu'elle tient de l'article 41 de son statut a pour objet de sauvegarder, dans l'attente de sa décision sur le fond de l'affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l'une ou à l'autre des parties. Aussi, ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par le demandeur sont au moins plausibles. À ce stade de la procédure, cependant, la Cour n'est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que l'Afrique du Sud souhaite voir protégés existent. Il lui faut seulement déterminer si les droits que l'Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. En outre, il doit exister un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires demandées. La Cour rappelle que, conformément à l'article 1er de la Convention, tous les États partis à cet instrument se sont engagés à prévenir et à punir le crime de génocide. L'article 2 dispose que, je cite, « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. E. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Fin de citation. Conformément à l'article 3 de la Convention sur le génocide, les actes suivants sont également prohibés par la Convention. L'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Les dispositions de la Convention visent à protéger les membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tout autre acte punissable tel qu'énoncé à l'article 3. La Cour considère qu'il existe une corrélation entre les droits des membres des groupes protégés par la Convention, les obligations incombant aux États parties à cet instrument et le droit de chacun d'entre eux de demander l'exécution de ces obligations par un autre État partie. Ainsi que la Cour l'a dit dans des affaires antérieures, pour que des actes entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, l'intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question. C'est ce qu'exige la nature même du crime de génocide. L'objet et le but de la Convention dans son ensemble étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets sur le groupe tout entier. Les Palestiniens semblent constituer un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l'article 2 de la Convention sur le génocide. La Cour observe que, selon des sources des Nations Unies, la population palestinienne de la bande de Gaza compte plus de 2 millions de personnes. Les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle du groupe protégé. La Cour note que l'opération militaire conduite par Israël à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d'habitations, le déplacement forcé de l'écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Même si les chiffres relatifs à la bande de Gaza ne peuvent faire l'objet d'une vérification indépendante, des informations récentes font état de 25 700 Palestiniens tués, plus de 63 000 autres blessés, plus de 360 000 logements détruits ou partiellement endommagés et d'environ 1,7 million de personnes déplacées à l'intérieur de Gaza. La Cour prend note à cet égard de la déclaration faite le 5 janvier 2024 par le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, M. Martin Griffiths. Je cite. Gaza est devenu un lieu de mort et de désespoir. Les familles dorment dehors tandis que les températures chutent. Les zones dans lesquelles les civils avaient reçu l'ordre de se rendre pour leur sécurité ont été bombardées. Les installations médicales sont constamment attaquées. Une catastrophe sanitaire se prépare. Gaza est tout simplement devenue inhabitable. L'existence même de ses habitants est quotidiennement menacée sous les yeux du monde entier. Fin de citation. À la suite de la mission qu'elle a réalisée au nord de Gaza, l'Organisation mondiale de la santé a fait état de la situation ci-dessous au 21 décembre 2023. Je cite. 93% de la population de Gaza, proportion sans précédent, atteint des taux de famine critiques car la nourriture est insuffisante et les niveaux de malnutrition sont élevés. Fin de citation. La Cour prend également note de la déclaration faite par le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, M. Philippe Lazzarini, le 13 janvier 2024. Je cite. « Cela fait 100 jours que cette guerre dévastatrice a commencé, tuant et déplaçant les habitants de Gaza à la suite des attaques effroyables que le Hamas et d'autres groupes ont menées contre des habitants d'Israël. 100 jours de supplice et d'angoisse pour les otages et pour leurs familles. Ces 100 derniers jours, le bombardement sans interruption de la bande de Gaza a provoqué le déplacement massif d'une population toujours sur le départ, constamment déracinée et forcée de partir du jour au lendemain pour se rendre dans des endroits qui sont tout aussi dangereux.
Cette guerre a touché plus de 2 millions de personnes, soit la totalité de la population de Gaza. Nombreux sont ceux qui en garderont toute la vie des séquelles, tant physiques que psychologiques. L'écrasante majorité, notamment les enfants, est profondément traumatisée. Les abris surpeuplés et insalubres de l'UNRWA sont devenus le foyer de plus de 1,4 million de personnes qui sont privées de tout, de nourriture comme de produits d'hygiène et de toute intimité. Les gens vivent dans des conditions inhumaines où les maladies se propagent, y compris chez les enfants. Ils vivent dans l'invivable et la famine s'approche inexorablement. Le sort des enfants de Gaza est particulièrement déchirant. Une génération entière d'enfants est traumatisée. Il lui faudra des années pour guérir. Des milliers d'entre eux ont été tués, mutilés ou rendus orphelins. Des centaines de milliers n'ont plus accès à l'éducation. Leur avenir est menacé et les conséquences seront profondes et durables. Fin de citation. Le commissaire général de l'UNRWA a aussi affirmé que la crise à Gaza a été, je cite, aggravée par la tenue de propos déshumanisants. Fin de citation. À cet égard, la Cour a pris note de plusieurs déclarations faites par de hauts responsables israéliens. Elle appelle l'attention en particulier sur les exemples suivants. Le 9 octobre 2023, M. Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, a annoncé qu'il avait ordonné un siège complet de la ville de Gaza, qu'il n'y aurait pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de combustible et que tout était fermé. Le jour suivant, M. Gallant a déclaré, dans son allocution aux troupes israéliennes à la frontière de Gaza, je cite, « J'ai levé toutes les limites. Vous avez vu contre quoi nous nous battons. Nous combattons des animaux humains. C'est l'État islamique de Gaza. C'est contre ça que nous luttons. Gaza ne reviendra pas à ce qu'elle était avant. Il n'y aura pas de Hamas. Nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines, voire des mois. Aucun endroit ne nous échappera. » Fin de citation. Le 12 octobre 2023, M. Isaac Herzog, président d'Israël, a déclaré, en parlant de Gaza, je cite, « Nous agissons, opérons militairement selon les règles du droit international, sans conteste. C'est toute une nation qui est responsable. » Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et qui n'étaient pas impliqués, ça n'existe pas. Ils auraient pu se soulever. Ils auraient pu lutter contre ce régime maléfique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d'État. Mais nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous défendons nos foyers, nous protégeons nos foyers, c'est la vérité. Et lorsqu'une nation protège son pays, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu'à leur briser la colonne vertébrale. Fin de citation. Le 13 octobre 2023, Israël Katz, alors ministre israélien de l'énergie et des infrastructures, a déclaré sur X, anciennement Twitter, je cite, « Nous combattrons l'organisation terroriste Hamas et nous la détruirons. L'ordre a été donné à toute la population civile de Gaza de partir immédiatement. Nous gagnerons. Ils ne recevront pas la moindre goutte d'eau ni la moindre batterie tant qu'ils seront de ce monde. » Fin de citation. La Cour prend aussi note d'un communiqué de presse daté du 16 novembre 2023, dans lequel 37 rapporteurs spéciaux, experts indépendants et membres de groupes de travail au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies se sont alarmés de la rhétorique, je cite, visiblement génocidaire et déshumanisante maniée par de hauts responsables gouvernementaux israéliens. Fin de citation. En outre, le 27 octobre 2023, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a fait part de sa, je cite, vive inquiétude quant à la nette augmentation des propos haineux à caractère raciste et déshumanisant tenus à l'égard des Palestiniens depuis le 7 octobre. Fin de citation. La Cour est d'avis que les faits et circonstances susmentionnées suffisent pour conclure qu'au moins certains des droits que l'Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article 3, et du droit de l'Afrique du Sud de demander qu'Israël s'acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention. La Cour en vient ensuite à la condition du lien entre les droits plausibles revendiqués par l'Afrique du Sud et les mesures conservatoires sollicitées.
Elle considère que par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu'elle invoque sur le fondement de la Convention sur le génocide dans la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article 3, et le droit de l'Afrique du Sud de demander qu'Israël s'acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse, que la Cour a jugé plausible, et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées. La Cour en vient maintenant à la question du risque de préjudice irréparable et de l'urgence. À ce propos, elle note qu'elle tient de l'article 41 de son statut le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires lorsqu'un préjudice irréparable risque d'être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d'entraîner des conséquences irréparables. Le pouvoir de la Cour d'indiquer des mesures conservatoires n'est toutefois exercé que s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition d'urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l'affaire. La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure. La Cour n'a pas, aux fins de cette décision sur la demande en indication de mesures conservatoires, à établir l'existence de manquements aux obligations découlant de la Convention sur le génocide, mais doit déterminer si les circonstances exigent l'indication de telles mesures à l'effet de protéger des droits conférés par cet instrument. Ainsi que cela a déjà été souligné, elle ne peut à ce stade conclure de façon définitive sur les faits, et sa décision sur la demande d'indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond. La Cour rappelle que, comme cela est souligné dans la résolution 96-1 de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, je cite, « Le génocide est le refus du droit à l'existence à des groupes humains entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence à un individu. Un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies. » Fin de citation. À la lumière des valeurs fondamentales que la Convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l'espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l'article 3 de la Convention sur les génocides, et le droit de l'Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable. Pendant le conflit en cours, de hauts responsables de l'Organisation des Nations Unies ont maintes fois appelé l'attention sur le risque d'une nouvelle dégradation des conditions dans la bande de Gaza. La Cour prend note, par exemple, de la lettre datée du 6 décembre 2023 par laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a apporté les informations suivantes à l'attention du Conseil de sécurité. Je cite. « Le système de santé à Gaza est en train de s'effondrer. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les bombardements des forces de défense israéliennes sont constants et les gens n'ont ni abri ni produits de première nécessité pour survivre. Je m'attends à ce que les conditions désespérées qui règnent entraînent bientôt un effondrement de l'ordre public, ce qui rendrait impossible toute aide humanitaire, même limitée. La situation pourrait encore s'aggraver si des épidémies venaient à se déclencher et si des pressions accrues provoquaient des déplacements massifs vers les pays voisins. Nous sommes face à un risque grave d'effondrement du système humanitaire. La situation se dégrade rapidement, elle pourrait se transformer en une catastrophe aux conséquences potentiellement irréversibles pour l'ensemble des Palestiniens ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. Une telle issue doit être évitée à tout prix. » Fin de citation.
Dans une nouvelle lettre adressée le 5 janvier 2024 au Conseil de sécurité, le secrétaire général a fait le point de la situation dans la bande de Gaza, évoquant, je cite, « des vagues de morts et de destruction qui continuaient, hélas, de déferler avec la même intensité ». Fin de citation. La Cour prend également note de la déclaration formulée le 17 janvier 2024 par le commissaire général de l'UNRWA, alors qu'il rentrait de sa 4e visite dans la bande de Gaza depuis le début du conflit actuel à Gaza, dans laquelle il indiquait ce qui suit, je cite. « Chaque fois que je me rends à Gaza, je vois de mes yeux les habitants s'enfoncer toujours plus dans le désespoir, luttant chaque minute pour leur survie. » Fin de citation. La Cour considère que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Elle rappelle que l'opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d'habitations, d'écoles, d'installations médicales et d'autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population. Elle note que cette opération est toujours en cours et que le Premier ministre d'Israël a annoncé le 18 janvier 2024 que la guerre, je cite, durerait encore de longs mois. Fin de citation. Aujourd'hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n'ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l'eau potable, à l'électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage. L'OMS a estimé que 15% des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d'accès aux soins médicaux. Dans ces circonstances, la Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore, avant qu'elle rende son arrêt définitif. La Cour rappelle la déclaration d'Israël selon laquelle il a pris certaines mesures pour examiner et améliorer les conditions auxquelles est soumise la population de la bande de Gaza. Elle relève également que le procureur général d'Israël a récemment affirmé que le fait d'appeler à s'en prendre délibérément à la population civile pouvait donner lieu à des poursuites pénales, notamment du chef d'incitation, et que les autorités israéliennes chargées de l'application des lois étaient actuellement saisies de plusieurs affaires à cet égard. De telles mesures, si elles doivent être encouragées, sont néanmoins suffisantes pour éliminer le risque qu'un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne rende sa définition définitive en l'affaire. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il y a urgence, en ce sens qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit qu'elle a jugé plausible avant qu'elle ne rende sa décision définitive. La Cour conclut, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son statut subordonne l'indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d'indiquer, dans l'attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l'Afrique du Sud qu'elle a jugés plausibles. La Cour rappelle que lorsqu'une demande d'indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son statut, d'indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. La présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud, ainsi que les circonstances de l'affaire, la Cour estime que les mesures indiquées n'ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées. La Cour considère que s'agissant de la situation présente, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la Commission à l'encontre des Palestiniens de Gaza de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention lorsqu'ils sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe comme tel. La Cour considère également qu'Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes susmentionnés.
La Cour considère également qu'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. En outre, la Cour est d'avis qu'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Israël doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention sur le génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. S'agissant de la mesure conservatoire sollicitée par l'Afrique du Sud, tendant à ce qu'Israël lui soumette un rapport sur toutes les mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance, la Cour rappelle qu'elle a, comme cela est reflété à l'article 78 de son règlement, le pouvoir de demander aux parties des renseignements sur toute question relative à la mise en œuvre de mesures conservatoires indiquées par elle. Au vu des mesures spécifiques qu'elle a décidé d'indiquer, la Cour estime qu'Israël doit lui fournir un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l'Afrique du Sud qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet. La Cour rappelle que ces ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 du statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées. La Cour affirme que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des gouvernements de la République sud-africaine et de l'État d'Israël de faire valoir leurs moyens en ces matières. Il est ensuite indiqué dans l'ordonnance que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l'attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'ordonnance en anglais. Il sera lu ensuite en français. Following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention. In particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power
to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc, Barak, Moseneke. Against, Judge Sebutinde. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc, Barak, Moseneke. Against, Judge Sebutinde. By 15 votes to 2, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebutinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of the order. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebutinde, Judge Ad hoc Barak. I shall now... J'invite maintenant le greffier à donner lecture du dispositif de l'ordonnance en français. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Shway, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Shway, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Shway,
Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Sebutinde, juge. 4. Par 16 voix contre une, l'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge. 5. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc, contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 6. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. Madame la juge Choué joint une déclaration à l'ordonnance de la Cour. Madame la juge Sebutinde joint à l'ordonnance de la Cour l'exposé de son opinion dissidente. Messieurs les juges Bandari et Nolte joignent des déclarations à l'ordonnance de la Cour. Monsieur le juge ad hoc Barak joint à l'ordonnance de la Cour l'exposé de son opinion individuelle. Le texte de l'ordonnance est disponible à compter de ce jour sous forme multicopiée. Il sera placé incessamment sur le site internet de la Cour. Le texte imprimé sera disponible dès que possible. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, je déclare l'audience levée.